Ne manquez vraiment sous aucun prétexte l'enquête que nous allons maintenant vous présenter. Vous allez voir comment un homme et la SCI qu'il a montée, en se réfugiant derrière des artifices juridiques, doit aujourd'hui, pas loin en tout cas, d'1 million d'euros de charges. Vous savez, quand on est dans un immeuble, on doit payer des charges. 1 million d'euros de charges, et pourtant ne se sent pas inquiété, car justement, il a réussi à trouver des artifices pour qu'on ne vienne pas l'embêter. Le problème, c'est que parce qu'il ne paie pas ses charges, et parce qu'il y en a pour près d'1 million, ceux qui sont dans cet immeuble en pâtissent, ce sont des personnes âgées qui avaient le droit à des services d'aide auxquels ils n'ont plus le droit maintenant. Pour ce dossier exemplaire et pour cette enquête que vous allez voir dans quelques instants, j'appelle 2 personnes, bien sûr, pour nous en parler, Antoine et Fabrice, accompagnés de Didier Bergès, qui a mené également ce dossier avec eux. La terreur et l'angoisse, c'est ce que vivraient tous les jours les habitants d'une résidence principalement occupée par des personnes âgées qui vivent dans la crainte d'un des copropriétaires. Dit que je devais crever. Mais oui, j'ai peur. Il allait nous mettre le feu. Ce copropriétaire détient via une société civile immobilière 22 appartements dans cette résidence. Seul problème, la SCI devrait plus d'1 million d'euros de charges à la copropriété. Ce sont les propriétaires honnêtes qui paient pour un malfrat. Il doit 1 million d'euros, madame. Aujourd'hui, la résidence ne propose plus aucun service aux habitants. Les employés ont été licenciés les uns après les autres. L'état général de l'immeuble est désastreux. Il y a des ampoules volées, des moquettes tachées, des vitres cassées. On jette même des poubelles par les fenêtres. La société civile immobilière détenue par ce copropriétaire indélicat ne veut pas payer sa dette. Son fondateur s'abritant derrière une loi qui le protégerait. Le quotidien dans la résidence serait devenu un enfer que nous dénoncerons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces vieilles personnes, pour que les pauvres puissent retrouver leur petit foyer, leur petit restaurant, leur petite vie, et qu'on arrête de leur dire chaque jour on vous enlève ça, on vous enlève ça, on vous enlève ça. C'est tout ce qui m'intéresse, maître. Le reste, il y a un juge et ça sera très bien comme ça. C'est une affaire que nous voulons régler et elle démarre tout de suite. Bonsoir Antoine. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Didier. Bonsoir Julien. Didier, avocat spécialisé dans l'immobilier, qui était donc le plus à même de nous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire très compliquée. Qu'attendez-vous, monsieur, de cette émission sans aucun doute? Eh bien, qu'en fait, on pousse ce copropriétaire, cet escroc, en fait, à nous payer nos charges, qui nous donne depuis à peu près 8 ans, 9 ans, et qui s'élève, comme vous l'avez dit, à près d'1 million d'euros. Voilà. Et on est bien d'accord, monsieur, vous réclamez la même chose. Vous êtes tous les deux, je suppose, dans la copropriété. Tout à fait, oui. Donc tout le monde en a pâti, bien évidemment, mais on va le voir dans l'enquête, des personnes âgées, plus encore... Voilà, alors, ce qu'on attend surtout, c'est à propos de ces personnes âgées, qu'elles retrouvent la tranquillité, la sérénité et la qualité de vie qu'elles étaient venues chercher dans cette résidence-service. Alors, sans rien dévoiler, Didier, puisque ce reportage va tout nous l'expliquer, et puis vous nous éclairerez également dans quelques instants, ce monsieur, parce que ça paraît aberrant, je me mets à la place du téléspectateur, comment peut-on, en 2006, devoir 1 million d'euros de charges et de ne pas être obligé de les payer? Il a réussi à trouver un artifice. C'est une technique assez simple. Vous achetez avec de l'argent qui ne vous appartient pas des appartements. Vous savez, on verra pourquoi, que vous ne pouvez pas être inquiété et poursuivre des années et des années. Vous louez, vous encaissez des loyers, vous les mettez à l'abri, et ensuite vous tirez le rideau, c'est les banques qui se débrouilleront avec vos biens. Donc c'est quasiment un montage assez habile, on en voit de temps en temps, mais là ça a pris des proportions considérables avec des victimes qui sont quand même des personnes dignes d'être... C'est une des affaires les plus spectaculaires que nous ayons eu à traiter. Donc regardez bien, l'enquête est menée par Ève Bartoli. Par la suite, évidemment, nous partirons à la recherche de cet homme pour qu'il nous donne des explications. Enquête pour sans aucun doute, Ève Bartoli. Sud-est de la France, décembre 2006. Température extérieure, 20 degrés. Ici, c'est 300 jours de soleil par an. Un véritable Eldorado pour les retraités. Mais derrière ce cadre idyllique se cache une bien triste histoire. On leur avait promis confort, restaurant midi et soir, sécurité, le tout dans une jolie résidence. Aujourd'hui, changement de décor. La résidence est devenue un simple immeuble où les personnes âgées vivraient dans la terreur. Il m'a dit que je devais crever. Mais oui, j'ai peur. Il allait nous mettre le feu, nous faire griller comme des poissons. Plus aucun service à disposition à cause de charges qu'une société et son gérant refuseraient de payer. On avait des charges qui devenaient faramineuses pour payer les siennes. Ce sont les propriétaires honnêtes qui paient pour un malfrat. Il doit 1 million d'euros, madame. 1 million d'euros, une somme astronomique. Avant, c'était une œuvre de paix et c'est malheureusement devenu une enfer.
Et pour nous faire une idée de cet enfer, nous avons décidé de pénétrer dans cette résidence. Rendez-vous est pris avec Monsieur Ibanez. C'est lui qui nous a contactés. Il sera notre guide. Nous le suivons en voiture, direction la résidence. La voilà, en apparence, un immeuble comme les autres. Pour être discret, nous passons par l'arrière du bâtiment. Monsieur Ibanez nous y attend. Premier arrêt chez son beau-père, Monsieur Dubois, 93 ans. À notre arrivée, il tient à nous parler de la raison pour laquelle il est venu habiter ici. C'était il y a 12 ans. C'était une résidence avec des personnes âgées principalement, des personnes retraitées, et ça a été conçu pour. C'est-à-dire il y avait un petit parc à côté, il y avait une restauration, il y avait une ambiance de tonnerre pour une personne qui aimait la tranquillité. 1997 sonne la fin de la tranquillité de la résidence. Cette année-là, une SCI, une société civile immobilière, achète 3 appartements dans l'immeuble et y place des locataires qui attirent immédiatement l'attention des résidents. Ce qui nous a principalement choqué, c'est qu'il y avait des vieux et il y avait des personnes qui étaient plus ou moins handicapées. En principe, ils étaient 2 à 3 par appartement. Ça venait une vie même difficile quand ils étaient 3 dans cet appartement. Et quand ils venaient manger à la salle à manger, ils nous insultaient et ça a créé pas mal de perturbations dans la maison. Les résidents contactent les services sociaux qui diligentent une enquête. Ils vont faire une découverte étonnante. La SCI a créé au sein même de la résidence un établissement clandestin. À l'époque, on parlerait même d'une maison de retraite clandestine. Le 18 mars 1999, le tribunal administratif demande la fermeture de cette structure, mais rien ne bouge. Alors, les autorités vont déployer les grands moyens. Écoutez, un jour à 6h30, j'ai entendu du bruit et je ne dormais pas, je me suis mis sur le balcon et qu'est-ce que j'ai été stupéfait de me rendre compte qu'il y avait tout un tas de voitures avec de la police, des gens armés, il y avait également des ambulances. Alors je suis descendu et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait, qu'on venait chercher tous des gens qui logeaient clandestinement, je dirais, dans des pièces ici dans notre résidence. Selon les résidents, le gérant de la SCI aurait très mal pris la fermeture de son établissement. Il était très en colère, d'une part, et d'autre part, il en voulait à nous-mêmes. Il nous disait, oui, c'est vous qui m'avez mis, qui avez signalé la DAS, etc., etc. Et c'est là qu'il a commencé à nous dire, je ne vous paierai pas. Alors ça nous a fait sourire. Fin de la rigolade, le gérant aurait mis ses menaces à exécution. Il aurait arrêté de payer ses charges. À l'époque, elles seraient de 750 € par mois. Ce serait donc plus de 2000 € en moins dans la caisse de la copropriété. Les comptes sont dans le rouge. Pour préserver les services et le confort de la résidence, les personnes âgées vont devoir mettre la main à la poche. Nous nous rendons dans un autre appartement. La dame qui nous reçoit a préféré témoigner à visage caché. Elle se souvient encore des sacrifices financiers qu'elle a dû faire à l'époque. On avait des charges qui devenaient faramineuses pour payer les siennes qui ne payaient pas. J'ai eu des problèmes financiers énormes. Ma fille a dû vendre l'appartement pour que je puisse payer mes charges. D'autres n'ont pas pu faire face et ont dû vendre leur appartement. C'est le cas de cette ancienne propriétaire que nous avons retrouvée. Elle tient à garder l'anonymat, mais surtout à témoigner du comportement du gérant de la SCI. Je ne voulais pas vendre à ce monsieur dont je connaissais les agissements dans la copropriété. J'ai donc vendu à 2 autres personnes. Et le jour de la passation de l'acte de vente, ces 2 personnes n'étaient pas là. Et je me suis aperçue sur le papier que je vendais à la SCI. Et je me suis sentie flouée. Et elle ne semble pas être la seule. C'est une copropriété au bord de la crise de nerfs à laquelle nous avons affaire. Nous aurons en ligne celui que tous désignent comme le responsable une première fois. Ça fait combien ? Il y a des questions qu'il ne faut pas poser parce que ça crée une espèce d'interférence électronique qui fait que quand vous posez certaines questions, ça coupe. Puis nous l'aurons en ligne une deuxième fois. Pour tout renseignement, adressez-vous à Maître... Merci. Comme dit Bernard Sabat, c'est peut-être sa messagerie parce que maintenant il y a tellement de gens qui l'appellent pour réclamer des sous. Ce copropriétaire est un spécimen difficile à saisir, mais nous ne renoncerons pas. La suite de ce dossier dans un instant sur TF1.
Il y a quelques instants, nous vous expliquions comment un copropriétaire serait en train de jouer avec les nerfs de ses voisins tout en faisant main basse sur un immeuble. Voici la suite de notre enquête. Plus d'appartements pour la SCI, c'est encore moins d'argent pour la résidence. Les retraités ne peuvent plus faire face. La copropriété la signe en justice. Le 4 juillet 2000, elle est condamnée à payer plus de 460 000 francs. Mais elle fait appel. 4 ans plus tard, le jugement est confirmé. La SCI doit plus de 230 000 € de provision de charges à la résidence. Une décision de justice qui ne servira à rien. Monsieur Ibanez nous explique pourquoi. Le jugement n'a pas pu être exécuté parce que ce copropriétaire bénéficie des dispositions de la loi de désendettement des rapatriés qui suspend les poursuites et en particulier l'exécution des jugements. Et en toute impunité, il poursuit ces malversations. La SCI continue à racheter des appartements dans la résidence. Pas moins de 7, rien qu'en 2004. Avant de les louer, le gérant aurait payé un employé au noir pour rénover les appartements. Suite à des travaux dans les appartements de ce copropriétaire, les employés ont transformé ce parking et en particulier cette rampe d'accès pour les handicapés en véritable décharge publique. Il y avait un tas qui devait faire 3-4 mètres de haut et donc suite à cet état de fait, une plainte a été déposée. Le gérant de la SCI sera condamné à 15 000 € d'amende et 24 mois de prison. Il fera appel pour ces faits comme pour l'accusation de travail dissimulé. Selon les résidents, son employé serait également son homme de main. Il serait payé pour terroriser les personnes âgées. Une dame de la résidence en aurait fait la douloureuse expérience. Il a dit qu'il en avait marre de tous ces vieux ici, qu'il fallait que tout le monde crève, qu'il allait nous mettre le feu, nous faire griller comme des poissons. Et j'étais avec ma petite fille, je tremblais comme une feuille, hein. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à me défendre, j'arrivais à rien dire. Hein. Elle portera plainte. L'employé sera condamné à 4 000 € d'amende et 18 mois de prison pour menace de mort réitérée. Lui aussi a fait appel. Depuis, dans la résidence, ce serait la terreur. Les personnes âgées ont peur, c'est en tout cas ce que nous raconte cette infirmière qui travaille ici depuis plus de 30 ans. Autrefois, je n'avais aucune clé sur moi puisqu'il se sentait en sécurité et les clés étaient même sur la porte. Mais depuis l'arrivée de ce monsieur, j'ai toutes les clés et je m'en sers matin et soir pour dispenser mes soins. J'avoue que c'était avec une certaine appréhension que j'arrive le matin, en me demandant si quelque chose de grave a pu se passer. Et je me fais quand même du souci parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes et tout peut arriver la nuit. La nuit, justement, il semblerait que les personnes âgées ne dorment plus sur leurs 2 oreilles. Madame Montrot, par exemple, serait souvent, selon elle, dérangée pendant son sommeil. Ça fait des semaines qu'on sonne. 5h30 du matin, 2h30 de la nuit, 9h30 du soir, 6h du matin. Alors tantôt c'est une petite sonnerie, tantôt c'est à démolir la porte. Les personnes âgées n'oseraient plus sortir de chez elles. Et quand elles le font, elles seraient consternées par l'état de délabrement dans lequel se trouve la résidence depuis l'arrivée de la SCI et de ses locataires. Pour nous en rendre compte, nous avons accompagné une personne qui connaît bien l'établissement. Parce qu'elle aurait été menacée, elle préfère témoigner anonymement. Tout est filmé en caméra cachée. C'est pareil, les barres de maintien. C'est tout cassé. Tous les jours, il y a des ampoules volées, des moquettes tachées, des vitres cassées. On jette même des poubelles par les fenêtres. Vous avez des incidents tous les jours, tous les jours. La résidence est bien détériorée, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses pour réparer. Le gérant de la SCI continuerait de ne pas payer ses charges. Il a donc fallu réduire les coûts de fonctionnement. Au départ, il y avait 14 salariés à plein temps. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un. Les gardiens ont été licenciés, remplacés par un simple portail électrique qui, évidemment, ne fonctionne plus. La blanchisserie a disparu, tout comme l'accueil. Mais la plus grosse perte pour ces retraités, c'est le restaurant, fermé l'année dernière. Ah, c'est bien triste. Voyez-vous, quand je rentre ici, pour moi, je suis un petit peu ému parce que j'ai passé d'excellents moments.
Et la place où je suis à l'heure actuelle, j'ai mangé pendant longtemps avec un couple. Et c'était un plaisir de se retrouver tous les jours au repas. Il y a les 3/4 des gens qui mangent seuls maintenant. Pour manger, les personnes âgées font appel à un traiteur. Quand c'est impossible, c'est leur famille qui leur vient en aide. La fille de Monsieur Dubois est là en cas de besoin. Elle est révoltée par la situation actuelle. C'est scandaleux parce que j'ai vu mon père qui a été très affecté par tout ce qui s'est passé. Je l'ai vu découragé, je l'ai vu d'une certaine façon désespéré par ce qui se passait. Et à la limite, il est arrivé même à être presque honteux parce qu'il se rendait compte que lui qui avait toujours pu faire face au cours de sa vie était fatigué, était usé par la vie et ne pouvait pas faire face à cette forme de violence. Je souhaite, si vous voulez, foutre le camp, marre de cette vie, etc. etc. C'est pour ça que je ne préfère pas en parler, parce que je ne dors pas. Quand je suis pas levé la nuit, c'est pas possible. À bout, les personnes âgées n'ont plus la force de continuer le combat. C'est M. Ibanez qui a pris le relais. La SCI possède aujourd'hui plus de 20 appartements, plus d'un tiers de la résidence. Elle devrait 1 million d'euros de charges de copropriété. Il y a un mois, un arrêt de la Cour de cassation a changé la donne. Il semblerait que la SCI ne soit plus intouchable. Depuis, M. Ibanez surveille attentivement la société. Lors de notre enquête, nous nous sommes aperçus qu'il y avait eu du changement à la tête de la SCI. Un nouveau gérant vient juste d'être nommé. M. Ibanez a retrouvé sa trace. Il part lui demander des explications. L'entretien est filmé en caméra cachée. Au niveau de votre rencontre avec M. C'était fortuit ou... C'était fortuit. C'était fortuit parce que moi je lui ai acheté une voiture. Et il y a longtemps? Non, il y a un peu plus de 2 mois. Ah d'accord. 2 mois, 3 mois. Il m'a dit bon ben moi j'ai une SCI, mais ça m'embête, j'ai beaucoup de travail, j'ai ci, j'ai ça. J'ai vu effectivement, moi, ça fait partie de mes attributions éventuelles, pourquoi pas. Est-ce que vous avez lu le statut de la SCI? Pas encore. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui vous fait faire confiance à cet homme-là? Il y a eu un bon contact. Il vous a pas donné de détails sur les... Non. Sur la fermeture de la restauration, des services, etc. Non, il m'a dit que... Il vous a pas parlé non plus de l'avenir de la résidence? L'avenir, non, parce que moi... La conversation va durer encore 1 heure. Nous n'apprendrons pas grand-chose. Le nouveau gérant semble ne rien savoir de la SCI. Pourtant, c'est lui qui la dirige. Crédulité ou mensonge, difficile de savoir. En revanche, il y en a un qui ne peut ignorer les difficultés de la résidence et encore moins celles des personnes âgées. L'ancien gérant, M. Ibanez, l'appelle sur son portable. Je voulais savoir si de votre part il y avait un changement d'intention, en particulier pour la dette de 1 million d'euros que vous devez à la copropriété. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous téléphone. Vous avez un avocat, il faut s'adresser au mien. Est-ce qu'il y a un problème de réseau ou c'est vous qui coupez la communication? Non, c'est moi qui coupe la communication, on n'a rien à se dire. C'est-à-dire que vous arrêtez de... Vous ne voulez pas justifier, si vous voulez, vos intentions, là. Voilà, mais il coupe, là. Vous êtes déçu, là, de sa réaction ou... Non, elle ne m'étonne absolument pas. Hein. Et c'est encore une preuve de son courage. Nous avons décidé de laisser le mot de la fin à la doyenne de la résidence, Madame Bonnet, 100 ans cette année. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui se passe maintenant au niveau de la copropriété? Qu'on arrive à le faire payer et rembourser tout ce qu'il doit. Voilà, une enquête très surprenante signée Ève Bartoli. Alors, je voudrais avec vous, messieurs, revenir un peu sur l'aspect émotionnel et psychologique des habitants et avec Didier Bergès reprendre point par point les différents, justement, points de droit. Vraiment, parce qu'on peut toujours nous dire, on est à la télévision, on en rajoute, est-ce que, oui ou non, les personnes âgées qui vivent là-bas vivent, et employer le mot terreur est-il justifié? Tout à fait justifié et ça a été difficile à démontrer aux journalistes puisque maintenant ça fait près de 8-9 ans que ça dure et donc à la limite, comme disait mon épouse, les gens s'y habituent et sont même honteux d'exprimer leur tourment, etc. Donc ils sont désespérés et leur détresse est vraiment réelle, si vous voulez. Monsieur, qui fait ces dégradations? Par exemple, la rampe qui permet aux personnes âgées, c'est le propre de cet établissement, de pouvoir accueillir des personnes âgées. Qui casse tout ce matériel?
Exactement, on ne sait pas qui, mais on se doute bien que ce sont des locataires qui mettent dans ces appartements. Bon, certains, même la plupart sont honnêtes, mais il met des personnes qui sont en quelque sorte des sortes d'hommes de main et qui sont là un petit peu pour semer la terreur dans la résidence. Alors Didier, reprenons quelques points de droit, parce que, alors mettons tout cela au conditionnel pour l'instant, bien qu'il y ait eu des jugements, mais on se croirait à Chicago, hein, de la façon dont les choses sont exprimées. Donc, première chose, cette fameuse loi, parce qu'encore une fois, nous savons dans ce pays que lorsqu'on gagne un procès, effectivement, le perdant ne paie pas toujours spontanément, mais il existe différents moyens pour aller chercher l'argent. Fort de ce jugement, on va chercher un huissier qui lui-même peut faire des tas de saisies, etc. Là, personne ne peut rien faire concernant une loi qui protégerait les rapatriés, autrement dit les Français d'Algérie qui sont rentrés en France après les événements. Oui, c'est un texte très particulier qui, pour des personnes considérées comme accessibles à cette sorte d'aide, a créé une véritable immunité de poursuite pendant une durée totalement indéterminée. Je ne connaissais qu'un cas jusqu'à présent d'une telle immunité, c'était les diplomates. Bon, ça ne joue là qu'en matière civile et commerciale. Vous ne pouvez même pas assigner quelqu'un qui bénéficie de ces textes ou qui les invoque, vous ne pouvez même pas l'assigner en liquidation judiciaire. Vous ne pouvez même pas prendre une mesure conservatoire. C'est-à-dire qu'ils sont intouchables. Il faut aussi rappeler que la loi ne dispense pas ceux qui ont bénéficié éventuellement du paiement. Elle interdit les exécutions. C'est-à-dire qu'un débiteur, il sait qu'il doit de l'argent, il paye. La seule chose qui est impossible, c'est d'exécuter. La loi n'a jamais dit qu'il ne devait pas payer. Monsieur. Oui, alors, je voulais préciser, d'abord, cette loi de désendettement des rapatriés, c'était une loi généreuse en direction de ceux qui en avaient besoin. Bien sûr. Je suis moi-même pied noir et je regrette que quelques-uns aient abusé du droit et ont réussi, si vous voulez, à l'abri de cette loi, d'assouvir leur cupidité. Mais je voudrais insister sur le fait que ni ce monsieur, ni sa SCI n'ont été reconnus comme pouvant bénéficier de la loi. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est-à-dire qu'ils disposent de la clause de suspension des poursuites sans pouvoir avoir, ils ne sont pas dans les conditions de la loi. Voilà. Dans le reportage, F. Bartoli semble dire que ça a changé, qu'apparemment, ce n'est plus aussi facile que ça. Alors, ce qui a changé, c'est que la Cour de cassation, en assemblée plénière, c'est-à-dire toute chambre réunie, toutes les compositions civiles de la Cour de cassation ont été représentées, ont jugé que ces dispositions législatives étaient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement à l'article 6.1, car tenaient en échec le droit pour chacun d'entre nous de saisir un juge et de voir son affaire jugée. Le décret que l'on a évoqué tout à l'heure, lui, essaie de donner une durée à la commission pour qu'elle statue qu'une durée de 6 mois, mais je crois que ce décret ne change rien à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui aujourd'hui, on faut l'espérer, les juges du fond vont la respecter et l'appliquer, ce qui veut dire que cette espèce de bouclier juridique dont bénéficiait cet individu est en train de se fissurer, s'effondrer. Normalement, maintenant, toutes les actions doivent aboutir à son enquête. Alors, je voudrais simplement préciser, évidemment, pour tous les rapatriés qui regardent et qui pourraient se sentir eux-mêmes blessés par ce qu'ils entendent, étant moi-même fils de rapatrié, je sais de quoi je parle, que ce monsieur détourne effectivement, utilise cette loi à des fins qui ne sont pas très honorables. Et Dieu merci, 99,9% des gens rapatriés qui bénéficieraient, qui pourraient bénéficier de cette loi, ne l'utilisent pas parce que ce sont des gens honnêtes et qu'ils savent qu'à un moment donné, même si la loi vous le permet, on est honnête ou on ne l'est pas, c'est tout. La personne, en fait, qui aurait mis en place tout ce système n'est plus gérante, vous l'avez compris, de la SCI, mais c'est quand même vers cette personne que nous allons nous tourner pour essayer de comprendre pourquoi il y a près d'1 million d'euros de dette aujourd'hui. Oui, il est peut-être plus gérant, mais il a quand même 149 parts sur 150. Il est quand même encore le patron de l'affaire. C'est pour ça que nous appelons tout de suite, c'est parti. Oui. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Alors, j'étais... Oui, monsieur Courbet, je vais vous donner les coordonnées de mon avocat. Vous-même, vous ne voulez pas nous donner une explication? Ben non, par téléphone comme ça, en plus je suis en voiture. Oui, non, simplement, vous voulez savoir si vous contestiez le fait qu'il y ait pas loin d'1 million d'euros de dette sur la copropriété. Mais monsieur Courbet, renseignez-vous sur
la loi sur les rapatriés. Tout à fait. Bonjour, monsieur Didier Bergès, avocat. Je connais bien cette loi, mais je connais également la jurisprudence de la Cour de cassation qui est assez récente, c'est vrai, mais qui fait que vous ne pouvez plus espérer quoi que ce soit de cette loi. Vous avez quand même rendez-vous maintenant avec vos dettes, alors pourquoi voulez-vous toujours fuir le débat? Mais est-ce que c'est au-delà de ça, monsieur, au-delà de la loi, sous prétexte qu'il y a une loi qui protégerait les rapatriés, vous trouvez normal de laisser des personnes âgées comme ça dépérir? Écoutez, monsieur, quand vous vous prenez par la main, on vient discuter par téléphone. Je veux dire, c'est un débat qui n'est pas à faire au téléphone. Surtout, je suis en voiture et j'ai pas d'oreillette. Excusez-moi. Ah, mais vous trouverez bien une place de parking, monsieur. Sur l'autoroute, attendez. Ah, bah, il y a des parkings tous les 10 km, justement. Ce qu'on appelle des... Notre homme a raccroché et cela ne nous surprend pas. Nous avions de nombreuses questions à lui poser, nous le ferons le moment venu. Fort heureusement et en attendant, quelqu'un peut répondre à sa place. C'est le gérant de la société civile immobilière. C'est lui qui est désormais responsable de la SCI. Pourquoi celle-ci ne paie pas la dette de 1 million d'euros de charges due à la copropriété? Rappelons que cette SCI est propriétaire de 22 appartements. Nous voulons donc entendre le gérant, mais une surprise nous attend. Je viens de donner, alors vous voyez, ce matin, ma démission au propriétaire des appartements en lui expliquant que les conditions de... Parce que je devais prendre la gérance à compter du 1er novembre. Et les conditions de cette gérance-là ne me semblent pas réunies. Donc je l'ai informé ce matin que je ne prenais pas la gérance de la SCI. Qu'est-ce qui vous fait croire que les conditions ne sont pas réunies? Au niveau judiciaire, il y a une instruction qui est en cours. Les relations entre les différents copropriétaires sont assez tendues. Et je ne pense pas que ça peut être fait dans de bonnes conditions. Je lui ai donc signifié ce matin que je renonçais à prendre la gérance de cette SCI. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Voilà, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Donc c'est suite à votre passage, évidemment, chez ce monsieur qu'il a décidé de rapidement sortir de tout ça. La SCI n'a donc plus de gérant, autrement dit, plus de représentant officiel. Nous contactons de nouveau l'actionnaire principal de cette société civile immobilière qui en détient d'ailleurs 99% des parts. Nous souhaitons qu'il précise, encore une fois, sa position et ses intentions. Donc, pour être très clair, afin de ne pas dire de bêtises, vous aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous reconnaissez que votre SCI doit beaucoup d'argent à la copropriété, mais vous ne voulez pas payer parce qu'il y a une loi qui protège les rapatriés, vous vous dites autant bénéficier de cette loi. Non, parce qu'il y a plein de problèmes, monsieur Courbet, c'est pas aussi simple. Ah ben voyez, ça m'évite de dire des bêtises, c'est pour ça que c'est bien de se parler. Non, c'est pas aussi simple, parce que vous savez, déjà au départ, le règlement de copropriété, il est faussé. Parce que vous savez, et Maître Vergès à côté de vous peut vous le dire, le règlement de copropriété ne peut être modifié qu'avec l'unanimité. D'accord, il a été modifié sans votre accord? Il a été modifié, non pas sans mon accord, avec une majorité relative de 42%. Donc on a introduit la notion de résidence avec service. Donc c'est pas conforme à la loi. Bien, alors ça, je vais me tourner vers... Parce que là, effectivement, c'est une information très importante qui pourrait justifier, effectivement, que vous ayez décidé de ne plus payer. Maître Bergès, qu'en est-il? Oui, admettons, mais c'est une très vieille histoire, cette modification du règlement de copropriété. Et puis, Maître Bergès... Oui, mais attendez, c'est une vieille histoire, ça. C'était avant vous. C'était avant vous. Oui, mais là maintenant... Bon, alors, attendez, excusez-moi. Vous savez très bien que, en matière de copropriété, si vous n'attaquez pas dans les 2 mois d'une assemblée générale, plus aucun recours n'est possible. Donc, de toute manière, cette modification, elle est acquise, elle est parfaitement, elle vous est opposable, puisqu'en ce qui vous concerne, vous avez acheté après. Oui. Je vois pas. C'est pas un très bon moyen. Écoutons, monsieur. Oui. Allez. Par ailleurs, il y a une jurisprudence d'un jugement de grâce qui stipule qu'un appartement vide ne doit pas supporter les charges de copropriété de restauration. Attendez, monsieur, c'est une jurisprudence, je la connais pas, mais elle me semble tout à fait exotique, excusez-moi. Alors, monsieur, aujourd'hui, vous savez que donc ça met des personnes dans l'embarras. Parce que quand on se retrouve avec une dette de près d'1 million d'euros, dont
50 000 pour votre compagne, il y a forcément à un moment donné des gens qui paient les pots cassés. Ces gens, c'est des personnes âgées. Dites-nous ce qu'il faudrait que la copropriété fasse si on avait une baguette magique pour que vous régliez ce que vous devez. Ou alors, combien estimez-vous devoir? Vous savez, c'est pendant devant les tribunaux, de toute façon. Après, mon avocat... Non, mais monsieur, c'est quand même incroyable, monsieur, que dès qu'on vous pose une question un peu compliquée, vous en parlez avec votre avocat. Je vous demande simplement combien vous devez. Peut-être que vous allez me dire, j'estime que je dois rien. Ou alors, le jour où on fera ça, à ce moment-là, je paierai. Mais donnez-nous une explication. 1 million d'euros. Donnez-nous l'explication. D'abord, ça ne fait pas 1 million d'euros. Non, ça fait plus, vous avez raison. Ça fait combien? Bah, attendez, la dernière sommation que j'ai reçue, elle est de 644 000. Alors ne mettez pas que ça, c'est plus. Alors, 644 000 euros. Vous avez des renseignements qui sont erronés. Ah, mais non. On ne peut pas parler parce que vous aviez affirmé. Vous parlez toujours, vous êtes journaliste, mais moi aussi, je peux tenir le crachoir pendant des heures. Bien sûr. De toute façon, alors, je me suis trompé, monsieur. C'est beaucoup plus simple. Je me suis trompé. Le problème, vous ne pouvez pas le débattre en 5 minutes au truc. Il faut prendre le dossier à la base. Ah non, mais monsieur. Et vous direz ce qu'il en est. Monsieur, on l'a pas pris. Le dossier, on l'a pas pris à la base. Ça fait 3 semaines. Ah, mais voilà. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser parce que ça crée une espèce d'interférence électronique qui fait que quand vous posez certaines questions, ça coupe. Notre homme a raccroché une nouvelle fois. Nous sommes têtus nous aussi, nous allons donc le rappeler. Pour tout renseignement, adressez-vous à Maître Merci. Comme dit Bernard Sabat, c'est peut-être sa messagerie parce que maintenant il y a tellement de gens qui l'appellent pour réclamer des sous. N'oublions pas que dans cette affaire, on parle d'un trou de 1 million d'euros dans les caisses de la copropriété. Or, il existe un syndic de copropriété dont la tâche est naturellement de récupérer ses fonds. Que compte-t-il faire pour combler ce gouffre financier? La suite de Sans aucun doute dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions des copropriétaires en colère. Ils se plaignent de l'un des leurs qui ne paie pas ses charges. Il y en aurait pour 1 million d'euros. Ce propriétaire récalcitrant vient de nous raccrocher au nez. Nous le rappelons aussitôt. Pour tout renseignement, adressez-vous à Maître Merci. Comme dit Bernard Sabat, c'est peut-être sa messagerie parce que maintenant il y a tellement de gens qui l'appellent pour réclamer des sous. N'oublions pas malgré tout que dans cette affaire, on parle tout de même d'un trou de 1 million d'euros dans les caisses de la copropriété. Or, il existe un syndic de copropriété dont la tâche est naturellement de récupérer ses fonds. Que compte-t-il faire pour combler ce gouffre financier? C'est la question que nous voulons lui poser. Vous êtes le syndic. Oui. Voilà, qu'avez-vous fait pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus 1 million d'euros de dette et pour que cet argent soit... Écoutez, moi, monsieur, j'ai lancé des procédures de recouvrement envers le débiteur. D'accord. D'accord. Ces procédures de recouvrement ont été traitées par les tribunaux. Oui. Un nombre de jugements ont été rendus. Ces jugements ont été arrêtés par la loi Conner, qui est une protection des rapatriés d'Algérie. D'accord. Réinstallés dans des professions non salariées. Oui. Ce débiteur, en l'occurrence, qui doit aujourd'hui 1 million d'euros, grosso modo, s'abrite derrière ce dispositif législatif qu'on ne peut pas contrer. D'accord. Moi, j'ai remis ces dossiers-là entre les mains d'un avocat qui a suivi les procédures contentieuses telles qu'elles devaient être faites. Donc, si vous voulez, mon cabinet, en l'occurrence, et le groupe que je représente, nous avons fait notre travail correctement, si c'est ça que vous voulez que je vous dise, et c'est exact. Maintenant, je ne suis pas responsable des lois qui ont été faites. Évidemment, non, mais ça, monsieur, évidemment. Du côté du syndic, on nous confirme ce que nous savions déjà. Le propriétaire se retranche derrière la loi sur le désendettement des rapatriés. Mais d'après Didier Bergès, cette loi qui permet notamment la suspension des poursuites a été déclarée contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne et devrait donc être modifiée. Nous sommes donc impatients de connaître l'opinion de l'avocat de notre propriétaire. Nous allons appeler maintenant l'avocat de ce monsieur. Alors précisons bien que, normalement, entre avocats, il y a un secret professionnel. Mais dans la mesure, et c'est pour ça que nous n'appelons jamais les avocats à l'antenne, ça se fait toujours hors antenne, puisque nos avocats, même ici, n'ont pas le droit, sans l'accord de leurs confrères, de nous dire ce qui a été dit dans la conversation. Dans la mesure où ce monsieur nous dit « je l'ai prévenu »,
c'est lui qu'il faut appeler, qui nous a rappelé 10 fois qu'il fallait appeler ce monsieur. Nous allons maintenant joindre son conseil. Maintenant, libre à lui ou pas de nous parler. Il est grand, il connaît bien son métier. C'est parti, nous l'appelons. Oui. Maître Oui. Bonjour Maître je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je pense que vous avez dû avoir votre client au téléphone. Oui, tout à fait. Voilà, qui nous a donné vos coordonnées, que je ne connaissais pas, et qui nous a invité à vous appeler. Oui, mais je vous en prie. Voilà, donc je suis là dans le cadre de l'enregistrement de l'émission. Donc ce que nous disons, et si vous ne souhaitez pas le dire publiquement, vous me le dites, et dans ces cas-là, on trouve un autre moyen, mais je suis en train d'enregistrer l'émission au moment où je vous parle. D'accord, écoutez, il n'y a pas de problème. Ce que nous essayons de savoir, maître, voilà, on sait qu'il y a un passif concernant les charges de cette résidence. Alors après, sur les chiffres, ça va de 650 000 € d'après votre client à pas loin d'1 million d'euros d'après les gens qui semblent se plaindre de cela. Et que ce monsieur nous dit qu'il se retranche derrière une loi qui dit qu'on ne peut pas finalement, suite à un procès, venir saisir grosso modo quelqu'un, un rapatrié. Est-ce que c'est ça le problème ? Oui, tout à fait. Enfin, mon client ne se retranche pas. Mon client invoque une loi effectivement édictée en faveur des rapatriés qui ont déposé un dossier de plan d'appurement, et les différentes juridictions qui ont été saisies, que ce soit le tribunal de Toulon ou la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ont donné satisfaction et ont jugé à de très nombreuses reprises qu'il n'y avait pas lieu pour l'instant de procéder au paiement. Alors, maître, est-ce que... Alors, effectivement, il y a cette loi, il en bénéficie, et si elle existe quelque part, c'est tout à fait son droit d'essayer d'en bénéficier, mais est-ce qu'il conteste le fait qu'il doit cette somme, et il dit « je les dois », mais comme cet artifice judiciaire me permet de ne pas le payer, eh bien j'en profite, ou est-ce qu'il dit « je ne les dois pas » ? Et auquel cas, comment justifie-t-il le fait qu'il ne les doit pas ? Tout d'abord, c'est pas un artifice judiciaire. Non, la loi, oui. C'est un moyen de défense tout à fait légal dont le fondement a été reconnu par les juridictions qui ont été saisies et pas les moindres. Deuxièmement, une grande partie de ces charges sont contestées compte tenu de ce que la gestion de la copropriété est d'une part déplorable et de ce que d'autre part la copropriété a été affectée, ou plutôt l'objet social de la copropriété a été transformé. Initialement, c'était une société, une copropriété avec un but de résidence pour personnes âgées qui s'est transformée sans autorisation en simple copropriété. M'autorisez-vous à vous passer Maître Bergès ? Avec plaisir. Bonjour confrère, bonjour confrère. Je suis un peu au courant parce que c'est pas mon quotidien sur la loi sur le désendettement des rapatriés, mais vous n'ignorez pas d'abord que les deux décisions dont vous venez de vous prévaloir de Toulon et de la Cour d'appel d'Aix ne sont que des décisions de référé, donc ayant une autorité très relative de décision de référé. Ensuite, je me permets de vous interrompre pour vous dire que ce n'est absolument pas le cas, puisque en réalité, il y a plusieurs décisions au fond, il y a des décisions du juge de l'exécution, il y a des décisions au fond. Oui, ça l'exécution, je l'ai vu. Mais vous n'ignorez pas qu'il y a surtout un revirement de la jurisprudence avec la Cour de cassation qui a décidé désormais de refuser d'appliquer la loi dont vous vous prévalez à raison de la violation manifeste de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc désormais, les juges du fond vont être invités à ne plus faire application de ce texte. Donc votre client, sauf si vraiment... Attendez, excusez-moi, finir de ma phrase. Sauf si votre client... Attendez. La loi n'est pas supprimée, la loi existe en vertu d'une catégorie spécifique de personnes que l'État, le Parlement et le gouvernement jugent dignes d'intérêt, à savoir les rapatriés. Oui, mais peut-être des rapatriés endettés, pas ceux qui se font exprès de s'endetter pour ensuite se mettre à l'abri de toute poursuite. Je dirais que ça vous ferait plaisir que l'on condamne les rapatriés. Non, monsieur, ce qui me ferait plaisir, c'est que les gens qui abusent d'une loi, qui la détournent, soient effectivement enfin condamnés. Ça, c'est ce qui me ferait plaisir. Pour que ceux qui détournent la loi soient condamnés. Et votre client n'a pas été considéré comme illégible. C'est une satisfaction. Votre client n'a pas été considéré comme éligible à la loi sur le désendettement des rapatriés. Maître Novakovic, qui est à mes côtés, voudrez-vous parler, maître ? Bonjour confrère.
Je trouve plein de... C'est bien, vous avez raison de bien défendre votre client, vous avez raison. Il s'est vanté tout à l'heure d'être interdit de gérer, vous le savez, évidemment, je ne vais pas vous le dire, c'est pas une violation du secret professionnel, vous le savez. Il ne gère pas, il a obéi à une décision qui est une mesure conservatoire prise par le juge d'instruction et il y a un autre gérant qui a été nommé. Qui a démissionné ce matin à 11h30. Qui a fui. Merci de ce scoop qui est, je pense, qu'il passionnera des millions de gens. Il y aura un autre gérant. Ah, c'est votre client qui nous l'a dit il y a quelques instants, monsieur. Bien sûr, il n'y a pas de problème, effectivement. Et qui a démissionné, vous pourrez... Quelles conséquences tirez-vous du fait que le gérant ait pu démissionner? Pardon? Après un gérant, il y aura un autre gérant. Ah non, mais monsieur, maître, je me permettais juste de vous dire ça, puisque vous me disiez il y a actuellement d'ailleurs un gérant, donc je vous annonçais qu'il n'y a plus de gérant, c'est tout. Bien sûr, je l'ai compris, on vient de me le dire à trois reprises. Alors, vous connaissez un petit peu la démarche de l'émission, mon cher confrère? Bien sûr. Voilà, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente. Donc on n'est pas là pour faire le procès de votre client, on n'est pas juge. D'ailleurs, il y a un autre procès pénal qui va sans doute être lancé, parce que manifestement dans ce dossier, il y a beaucoup de pistes qui vont permettre à un autre juge d'instruction qui va être désigné suite à une autre plainte qui va être déposée. Vous allez avoir beaucoup de travail. Alors simplement... je serais ravi que sur cette antenne, vous me disiez, alors que vous m'invitez à trouver une solution, qu'un autre juge d'instruction va être désigné. Oui, il y a une autre plainte qui va être déposée justement par les personnes qui sont sur le plateau, certainement, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, justement... Vous me parlez que de choses dont je ne suis pas au courant. Non, justement, je vous l'annonce. Qui se présente comme... Vous laissez parler, s'il vous plaît, confrère, chacun son tour, comme à l'audience. Alors, simplement, il faut savoir une chose, cher confrère, c'est que justement, c'est pour éviter cette plainte pénale qu'on vous contacte, sinon on perd notre temps. Vous et moi, on a autre chose à faire. Alors, la proposition qu'on vous fait aujourd'hui... Prétendre vouloir éviter une plainte pénale en proposant quelque chose, ça peut être incriminé par la loi. Pas du tout, justement. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ce monsieur qui semble s'appeler Ibanez et qui vous a contacté pour faire pression sur mon client et sur moi. Maître, je vais vous dire une chose. Là, je ne suis pas ni avocat, je suis l'animateur de l'émission. La seule chose, moi, qui m'intéresse, ce n'est même pas les gens qui sont sur mon plateau, ce n'est même pas la copropriété, ce n'est même pas les charges, ce n'est pas votre client, c'est qu'il y a des vieillards, notamment une femme qui va avoir 100 ans, qui vivent, 1, dans la terreur, 2, qui n'ont plus rien et qui sont en train d'avoir une fin de vie misérable, alors qu'auparavant, ils avaient leur petit restaurant, ils avaient leurs petites habitudes et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces vieilles personnes, pour que les pauvres puissent retrouver leur petit foyer, leur petit restaurant, leur petite vie, et qu'on arrête de leur dire chaque jour, on vous enlève ça, on vous enlève ça, on vous enlève ça. C'est tout ce qui m'intéresse, maître. Le reste, il y a un juge et ça sera très bien comme ça. Vous voyez, on parle pas de droit là, parce que moi le droit, j'y connais rien, je suis pas avocat. Est-ce que vous, à un moment donné, votre client, vous vous dites, bon, comment fait-on, quoi? Bien, je vais répondre. Tout ce que venait de dire monsieur est parfaitement contesté par mon client. Il ne faut pas décrire mon client comme étant quelqu'un qui serait un persécuteur de pauvres gens. Ah, j'ai pas dit qu'il persécutait. De 100 ans dont la situation serait insoutenable. Tous éléments dont nous n'avons d'ailleurs pas connaissance. Il s'agit d'un litige purement civil et d'un recouvrement de charges à l'encontre d'un propriétaire qui a un certain nombre de lots dans une résidence. Eh bien, je vous remercie, maître, en tout cas, d'avoir participé en toute transparence à cette émission sans aucun doute. Avec plaisir, je vous félicite pour votre émission. C'est très gentil, on vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Et nous avons bien compris que ce monsieur ira jusqu'au bout dans sa démarche en continuant à se réfugier derrière cette loi des rapatriés. Messieurs, merci, nous allons avancer ensemble. Merci Didier Vergès. En tout cas, c'était intéressant que tout le monde soit au courant que ce genre de choses puisse exister. Merci à tous les trois. Bien entendu, pour sans aucun doute, cette affaire ne restera pas sans suite.